Bonjour à tous et bienvenue dans Point de Vue, le podcast de la Liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e podcast 100% hockey de la Liberté. Un épisode un peu spécial puisque nous avons le plaisir de recevoir un premier invité à notre micro. Et ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de l'entraîneur et directeur sportif de Gotteron, Christian Dubé. Salut Christian. Bonjour. Pour épauler Christian Dubé, pas de Pavel Rosa ni de David Abicher, mais Patricia Morand, qu'on ne présente plus. Salut Pam. Salut Pierre. Salut Christian. Bonjour. C'est pour épauler Christian Dubé ou bien pour t'épauler à toi? On verra si tu es efficace, peut-être que tu finiras sur le banc samedi à Berne et dimanche à Lausanne. On ne sait jamais. Bon, eh bien, c'est la bonne nouvelle du jour. Alors, on verra si c'est une bonne nouvelle, mais on va pouvoir parler un peu de sport dans cet épisode et même se projeter. Donc, après avoir évoqué le contexte particulier qui entoure le championnat, nous reviendrons sur le très bon début de championnat des Dragons avec Christian Dubé l'entraîneur, avant d'évoquer la saison suivante. Et oui, déjà avec Christian Dubé, le directeur sportif. 2 invités pour le prix d'un. Pratique cette double casquette. Oui. Écoute, il y a des bonnes nouvelles là. Bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle de continuer à jouer. Ouais. On était un peu dans l'inconnu, donc je pense que tout le monde est content. Les joueurs aussi de pouvoir jouer parce que si on mettait un stop au championnat, on fait quoi? On va à la maison, on est en attente encore, donc je pense qu'on est content de pouvoir jouer, même si c'est sans spectateurs, c'est difficile, mais tu viens un petit peu à t'habituer quand même à ça aussi. Donc, notre boulot, c'est de jouer au hockey. Et puis, ça fait quand même plaisir de pouvoir continuer. Ce jeudi, justement, donc au lendemain des annonces du Conseil fédéral, les clubs de National et Swiss League ont annoncé qu'ils continueraient à jouer jusqu'au 1er décembre à huis clos. Un examen approfondi de la situation épidémiologique et une analyse des aides financières mises en place ou non par les autorités seront effectuées le 2 décembre. Christian, un mois pour travailler l'esprit un peu libéré, 11 matchs à disputer à condition de slalomer entre les quarantaines. C'est quand même du luxe par les temps qui courent, on peut le dire. Oui, on n'a pas joué, on a joué seulement 5 matchs jusqu'à maintenant, donc ça fait du bien de retourner dans un rythme un peu plus normal avec 11 matchs dans le prochain mois. Donc, à un moment donné, on se fait ce job pour jouer des matchs aussi, donc ça fait plaisir de pouvoir renouer avec une compétition avec un calendrier plus occupé. Patricia, jouer à huis clos plutôt que spéculer et attendre le mois de janvier en espérant que la situation se soit améliorée. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure solution à ton avis de continuer malgré tout? La meilleure solution pour beaucoup de choses, parce que justement, comme Christian l'a dit, les joueurs ont besoin de jouer. Il le répète assez souvent que c'est mieux de jouer que de s'entraîner. Donc ils font ce qu'ils préfèrent. Pour les spectateurs aussi, parce que mine de rien, si tout est arrêté, il y a quand même la possibilité de suivre des matchs de foot ou de hockey à la télévision. Grâce à la télévision, c'est important. Et puis, ça donnera aussi un petit peu de lecture aux gens qui sont abonnés à la Liberté. Et puis, à nous, l'occasion de voir des matchs. Christian, donc tu as dirigé l'équipe ce matin. Ce jeudi matin, comment les joueurs ont réagi? Tu as senti du soulagement chez eux? Oui, comme je l'ai dit, on est un peu partagé parce que de jouer sans fans, c'est pas l'idéal, mais en même temps, comme je l'ai dit auparavant, on veut jouer. C'est notre job. Et puis, si on avait encore été à l'arrêt, ça aurait été, je pense, un peu triste. Déjà qu'on a été 2 semaines pratiquement sans être en maison ou à l'appartement confiné. Donc, on a repris goût à revenir et puis à avoir une certaine normalité. Donc, je le répète, notre job est de jouer au hockey avec ou sans fans. Et puis, on est content de pouvoir continuer pour au moins un mois. Les clubs ont l'habitude, non? Parce que les 2 derniers matchs, la dernière saison régulière sont disputés sans fans. Ça avait assez bien réussi à Gotteron à Berne en allant chercher le point qu'il fallait pour se qualifier pour les playoffs. Oui, mais écoutez, j'essaie quand même de jouer psychologue là-dessus avec les joueurs puis de leur dire, écoutez, tout ce qu'on peut contrôler, c'est c'est de venir à la patinoire puis donner notre maximum, qu'il y ait des fans ou non. On est tous dans la même situation. Donc, il faut profiter de ça. On peut continuer de faire ce qu'on adore de faire tous les jours. Et puis, faut profiter de ça. Il y a des gens dans des bien pires situations que les nôtres. Et puis, les gars, ils réalisent ça. Donc voilà.
Je le répète, sans fans, c'est pas l'idéal, c'est difficile, mais c'est comme ça. On peut continuer de faire ce qu'on aime. Tu t'accommodes de la situation parce qu'il n'y a pas le choix de faire autrement, mais intérieurement, comment tu vis ces rencontres? Honnêtement, c'est triste. C'est très triste. On était à Langnau, donc avant hier. Moi, je trouve ça dommage comme Di Domenico, ça fait 6 ans qu'il joue à Langnau, on ne peut pas revenir là-bas, sentir la foule, avoir de l'émotion et tout ça. Moi, je l'ai vécu quelques fois en tant que joueur quand j'étais à Lugano, à Berne. De revenir après plusieurs saisons, c'est toujours spécial. Et les gens t'ont aimé, te font des fois une ovation, quelque chose comme ça. Ça fait spécial, ça fait chaud au cœur. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage parce que le sport aussi, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie quotidienne. Les gens viennent à la patinoire pour vivre des émotions, pour être heureux, pour passer leur frustration. Il y a plein de choses. Les gens viennent à la patinoire pour cette raison-là, puis on leur fait vivre des moments qui sont importants. Puis je trouve ça dommage qu'on puisse pas vivre ça. Nous, on vit de ces émotions-là aussi. On est des personnes qui c'est un show, hein, on donne un show, mais aussi on a besoin ça fait plaisir qu'on a des gens en arrière qui sont là pour nous supporter. Donc, moi, je trouve ça triste. T'es derrière le banc, tu essayes de pousser les gars, tu cries et tout, mais c'est vrai, ça fait vraiment vide. Vous vous sentez maintenant porté d'une mission d'apporter du plaisir aux supporters qui seront à la maison, qui vous regarderont à la télévision, qui ont plus grand-chose dans leur vie sociale, qui pour certains ont des situations professionnelles difficiles. Vous sentez un petit peu aussi cette mission? Oui, je ressens cette responsabilité de donner du plaisir aux gens. Il y a des gens qui ont perdu leur job, c'est difficile financièrement, donc s'ils peuvent nous regarder à la télé, puis espérons pouvoir leur faire vivre de belles émotions, c'est ça notre but, dans le fond. Donc, on est très, très au courant de la situation, puis c'est pour ça que je dis qu'on est des privilégiés en pouvant continuer de faire notre job qu'on adore. Et puis, il faut essayer de donner un peu d'émotion positive à ces gens-là qui ont de la peine à la maison. Patricia, je voulais juste revenir sur ce que tu disais avant, que ça avait plutôt bien réussi à Gauthieron de jouer à huis clos. Alors oui, il y avait eu ce point à Berne, mais après, c'était quand même 2 défaites en fin de saison, même si le dernier match était tout à fait anecdotique. Mais tout ça pour dire que Gauthieron est une équipe qui fonctionne à l'émotion. Des émotions, il y en aura très peu dans les gradins ces prochains temps. Est-ce qu'on peut craindre quand même que le huis clos inhibe un tout petit peu les Dragons? Je pense, par contre, j'ai l'impression que le fait de n'avoir pas joué pendant 2 semaines peut peut-être provoquer ces émotions, en tout cas dans un premier temps pour les joueurs. Parce qu'il y a le plaisir de jouer, il y a une certaine solidarité. On a vu à Langnau, il y a eu une réaction assez rapide après chaque but de Langnau. Et je pense que la raison est à chercher sur ce manque qui a eu lieu pendant les 2 dernières semaines. Je ne sais pas, je me trompe peut-être, Christian, t'en penses? Non, déjà, c'est mon rôle de ramener les émotions. Je veux dire, je suis un gars qui est très émotionnel et puis qui marche à ça. Donc, souvent, les joueurs jouent à l'image un peu des personnes qui sont en arrière du banc. Moi, je veux dire, souvent, si j'avais un coach qui dormait entre parenthèses derrière le banc, souvent l'équipe est un peu à son image. Donc, moi, j'aime être vivant, j'aime encourager mes gars, leur crier dessus entre parenthèses, positivement, négativement, puis voir que je suis vivant. Si le coach est vivant, souvent, tu as une équipe qui vit aussi en arrière. Je pense que ça a été une de nos forces la saison passée. Puis je pense encore cette saison avec quand même notre bon début. Je pense que les gars, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est vivant derrière le banc. Donc, je pense que c'est mon rôle, même s'il n'y a pas de fans, d'amener des émotions dans cette équipe. Bon, c'est déjà l'heure de la première pause et de quitter le champ épidémiologique, politique, psychologique pour retourner dans le vestiaire. Tiens, en passant, je me demandais, Christian, vu que tu es avec nous, si tu pourrais nous expliquer un peu ta routine entre deux tiers-temps. Est-ce que tu parles beaucoup? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Alors, souvent, tout le temps, on va dans le bureau dans notre bureau. On analyse, on a les séquences vidéo aussi, donc on peut revoir ce qu'on a aimé ou ce qu'on a moins aimé. Puis, il y a peu de temps, là, on est d'accord. Non, exactement. Il y a 5-6 minutes.
Et puis, ça a commencé il y a 2 ans seulement maintenant. On appelle ça des live tags. Donc, je peux avoir toutes les séquences de jeu, des face-off, zone défensive, offensive. Donc, on va regarder ce qu'on n'a pas aimé rapidement. Et puis, on revient dans le vestiaire. Puis, je vais dire, OK, il faut faire des ajustements aussi selon l'autre équipe, ce qui fonctionne ou non. Et puis, je parle environ peut-être 2 minutes avant d'embarquer sur la glace. Parce que pendant le match même, tu as la possibilité de faire des ajustements ou bien c'est absolument impossible parce que les joueurs ils sont complètement concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Non, on fait des ajustements durant le match maintenant. Si je regarde l'autre soir à Langnau, ça a été un match compliqué, les 60 minutes, mais souvent, on va regarder ce qui ne fonctionne pas puis comment on doit changer le truc. Donc, des petits ajustements peuvent faire une différence sur les sorties de zone, sur les entrées de zone, le jeu en 4 contre 5 au powerplay. Donc, on a la chance maintenant avec vidéo live, on peut analyser les séquences de jeu pour faire un ajustement. Tu parlais de Di Domenico avant. On rappelle que le Canadien, mardi, en un tiers, il a fait la totale, but, simulation, créé une pénalité. Enfin, il était dans tous les bons et les mauvais coups. Il y a beaucoup de trash talking aussi avant de rentrer au vestiaire. Est-ce que tu as essayé de le calmer ou au contraire, tu t'es dit que il pouvait vous apporter justement un peu ce caractère? Tu changes pas le joueur. Hein. Il a toujours été comme ça. Il faut qu'il reste dans une certaine limite. Je pense que lui, c'est un joueur qui il a besoin de ça. Il a besoin de ce feu, il a besoin de parler. Tu as des joueurs que... t'as certains joueurs, s'ils parlent trop, ils sortent complètement de leur match. Je sais lesquels j'ai dans le vestiaire que je dois calmer et ceux que je dois laisser aller. À sa défense, Chris, la pénalité de simulation, c'était pas une pénalité de simulation. Le patin du joueur de Bienne a vraiment frappé son patin qui l'a fait tomber. Puis par la suite, regardez, il a marqué un goal en fin de tiers. Par la suite, il a quand même été un élément déterminant pour notre victoire. Donc, si à la fin du match, il avait joué un match catastrophique, je leur ai dit, écoute, ça fonctionne pas là. Donc, mais non, au contraire... il est alimenté par ce feu, ce trash talking et tout. Ça le fait aller. Donc, j'ai joué avec plusieurs joueurs, c'était la même chose. Ils avaient besoin de ça. Moi, des fois, on jouait contre des joueurs, on leur disait, parle-leur même pas, laisse-les dormir. Parce que quand tu commences à l'alimenter, tu mets de l'huile sur le feu, c'est là qu'ils se réveillent. Un Ruffenhardt, c'est un peu comme ça aussi, quand je jouais à Zug. Laissez-les tranquilles. C'est des gars qu'on ne veut pas réveiller parce qu'après, ils peuvent avoir une influence sur le match. Parler de Di Domenico, c'est indirectement évoquer le bon début de championnat de Gauthieron. Di Domenico, futur top scorer dès samedi de Gauthieron. 5 matchs, 4 victoires, une quarantaine en bonus. Qu'est-ce qui fonctionne si bien? Peut-être Patricia, tu fais quelle analyse de ce début de championnat? Pourquoi ça marche bien pour les Dragons? Bon, c'est en 2 phases, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a eu la première partie, le début de championnat, qui s'est super bien déroulé pour Fribourg, qui était prêt à embarquer dès la première minute, sans doute en se souvenant de l'année passée qui était catastrophique. Il faut appeler un chat un chat. Et puis, il y a cette deuxième partie où personne ne savait ce qui allait se passer parce que c'est à la sortie de la quarantaine et Fribourg a montré du caractère. Effectivement, ça a été souvent répété pour réagir et puis pour ramener la victoire, pas les 3 points, mais les 2 points de Langnau. Et puis, il faut attendre la suite, voir comment les joueurs vont réagir aussi, parce que c'est pas évident de pas patiner pendant quasiment 2 semaines, enfin 10 jours en tout cas. Les corps risquent d'être plutôt maltraités. Je pense que déjà, je vois une différence avec l'équipe cette année, l'année passée. On a beaucoup plus d'armes, si je peux dire. On a beaucoup plus de joueurs qui peuvent faire la différence comparé à la saison passée. On le voit déjà avec un Yannick Eren, un Chris Di Domenico, qui nous font beaucoup de bien. Les derniers matchs font la différence et déjà les matchs au début aussi, on a des gars qui ont marqué des goals et fait la différence. Avant, on disait toujours, depuis plusieurs années, on était Sprunger dépendant. Donc je pense, maintenant, on a vraiment plus d'homogénéité dans l'équipe. Puis ça me permet d'avoir à chaque soir peut-être un joueur ou une ligne différente qui peut faire la différence. Un peu à l'image de quand on avait été en finale, quand je jouais encore dans cette équipe, on avait la ligne André, la ligne Sandy Janin, ma ligne moi-même. Donc on avait plusieurs différents éléments qui pouvaient faire la différence. Donc je pense qu'on a plus en qualité qu'on avait les saisons d'avant. Puis je pense que ça fait une différence. Maintenant, je me compare à un Zug, à un Zurich et ça.
oui, ils ont peut-être plus de profondeur, mais sur les top trios, je crois qu'on n'a pas grand-chose à envier aux autres équipes. On a un gardien national, on a des défenseurs qui sont capables de jouer solide, on joue d'une manière qui est simple, qui veut être agressive. Mais c'est sûr que ce qui nous manque, c'est la profondeur. J'ai quelques blessures, c'est assez limite rapidement. On voit, j'ai 2 blessés en défense, on est vite limite. Mais voilà, je pense c'est à nous de trouver des solutions. Puis je pense que jusqu'à maintenant, écoutez, 4 victoires en 5 matchs, c'est difficile de demander plus pour l'instant. Tu parles de solutions. Est-ce que Gauthieron a trouvé les moyens de faire oublier Sprunger? Bien, faut se rendre compte que Julien, il est plus en fin de carrière qu'au début de carrière. Il a 34 ans maintenant. Son rôle évolue tranquillement aussi. Donc, tu ne dois plus être dépendant d'un Julien comme on l'était il y a 4-5 ans où le gars marquait 30 goals par année. Donc, c'est plus possible. Donc, c'était mon job depuis quelques années d'essayer de trouver quelques joueurs qui puissent faire la différence. Donc, déjà, un Yannick Herren, c'est un gros apport pour nous. Sandro Schmidt qui a fait un énorme saut en avant. C'est important pour nous. Après, j'ai besoin d'autres joueurs qui contribuent. J'ai besoin d'un Nathan Marchand qui est capable, un Mathias Rossi qui doit aussi amener un Jordan Bougreau. Après, aussi Andrei Bikov, c'est un joueur, mais tranquillement, il s'en va vers la fin aussi dans les prochaines années. Donc, on doit trouver des remplacements à ça. Et puis, j'ai une chance aussi d'avoir vraiment 5 étrangers qui performent bien. Vraiment, pour moi, c'est un luxe. Et puis, on regarde un Gunderson, qui est probablement le meilleur défenseur de la Ligue offensivement aussi, encore, il le démontre. Donc, c'est tous des joueurs qui sont très, très importants pour cette équipe. Restons juste une seconde sur le cas de Julien Sprunger, 5 matchs, 0 points. On a quand même l'impression alors il a déjà traversé des périodes de doute, mais que là, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais on a l'impression qu'on ne reverra plus jamais le Sprunger dominant et que voilà, maintenant il va devoir se trouver un autre rôle. Qu'est-ce que ça peut être ce nouveau rôle pour Julien? Ça peut être notamment d'encadrer les jeunes. Bon, lui en est conscient, il en parlait avant même le début de la saison de ce nouveau rôle. Maintenant, je pense qu'il peut toujours apporter quelque chose au niveau du power play par rapport à son shoot. C'est pas la première fois qu'il a une mauvaise série. Ça lui est déjà arrivé. Il suffit parfois d'un déclic, mais il faut pas penser non plus qu'il va marquer 30 buts comme pourrait le faire le meilleur pointeur de la meilleure équipe du championnat. Je pense, Julien, comme je l'ai dit, j'ai passé par là aussi, que quand tu arrives à 35, 36, 37 ans, tu dois être un peu te réinventer ou t'adapter au jeu. Julien, c'est un marqueur, c'est un chasseur de buts, c'est un gars qui a un gros shoot, il doit être capable de l'utiliser puis être capable quand même de marquer ses goals. C'est un gars qui doit te marquer entre 12 et 15 goals. Il joue sur le power play, il doit être capable de marquer ses goals. Là, il faut qu'il trouve des opportunités, il faut qu'il prenne ses chances. Il joue quand même sur une ligne offensive. Julien joue pas sur la 4e ligne. Son temps de glace est quand même conséquent aussi. Donc, voilà, moi, j'ai confiance encore que ça prend un petit déclic. Aux entraînements, c'est un gars qui marque encore beaucoup de goals, donc il n'est pas à la ramasse totale, pas du tout. Donc, moi, j'ai confiance. C'est un joueur important dans le vestiaire. C'est un gars qui a une présence, et puis, comme Pamela l'a dit, c'est un gars qui doit être un exemple pour les jeunes aussi. Et il l'est. Donc, écoutez, j'ai encore bien espoir. On est très tôt dans la saison que Julien retrouve sa touche. Ce début de saison, c'est aussi celui des jeunes. Schmitt et Ebischer ont beaucoup joué mardi à Langnau. Schmitt a réalisé un très bon début de championnat. Première apparition de Benjamin Brazé à même pas 18 ans à Langnau. Alors, c'était que 46 secondes, mais voilà, c'est quand même un début. Nicolas Hasler était là contre Lugano. Enfin, il y a plusieurs exemples. Est-ce que c'est une nouvelle politique de Fribourg-Gotteron ou alors c'est la réalité du moment? C'est une nécessité dictée par la situation exceptionnelle? Non, ça fait déjà 2 ans qu'on a 8 juniors qui font un tournus pour les entraînements. Donc oui, c'est une politique qu'on veut adopter pour le futur. Mais par contre, faut les avoir, les jeunes. Donc moi, j'ai toujours dit que si on peut avoir des jeunes de Fribourg, pourquoi pas, mais il faut les avoir. Donc les dernières saisons, c'était quand même plus difficile. Là, on a des bons jeunes à disposition. On a utilisé, vous avez vu vous-même, on a utilisé pour les matchs de coupe, les matchs amicaux aussi. Donc voilà, Benjamin Brazé a joué l'autre soir parce que nos U20, ils ont quelques blessés en défense. Donc, mais Benjamin, c'est un jeune qui a un gros potentiel aussi, seulement 17 ans. Il faut aussi faire attention avec ces jeunes-là parce qu'ils n'ont pas encore maturé physiquement. Donc voilà, mais on est très contents. Tous les jours, on a 2-3 qui font un tournus et puis c'est très intéressant. Puis on veut pousser dans ce sens pour le futur, oui.
des jeunes qui pourront continuer à s'entraîner avec vous? Parce qu'on sait que, en tout cas, les U20 ne peuvent plus aller sur la glace. Mais... Alors, on a des jeunes qui sont à disposition pour nous parce qu'en cas de blessure, on a besoin de ces jeunes-là. Donc, ils peuvent continuer à s'entraîner avec nous. Peut-être un dernier mot sur les nouveaux joueurs de cette équipe. Eren, Di Domenico, Suter, Yecker. C'est 4 joueurs qui fonctionnent bien. Personnellement, j'ai été pas dire impressionné, mais conquis par Dave Suter sur ses premiers matchs. Di Domenico, Eren, on n'en parle pas. C'est offensivement très bon. Toi, Patricia, qu'est-ce que tu penses de ce recrutement qui fait quand même une grosse différence? Attention, parce que je suis là, j'écoute. Ouais, pas de souci. Non, mais effectivement, Di Domenico et Eren ont déjà prouvé qu'ils étaient là et pourquoi ils étaient là. Souter, depuis le match à Bienne, je trouve qu'il y a eu un déclic. Je ne sais pas si tu as eu une discussion avec lui ou bien pas, mais tout d'un coup, on dirait qu'il a vraiment beaucoup plus de fourmis dans les jambes. Il monte, on le voit plus. De ce fait, c'était de nouveau le cas à Langnau. Donc, est-ce que tu as discuté avec lui? Avec Dave, c'est un truc de confiance. Déjà, il ne jouait pas beaucoup l'année passée à Zurich. Je pense qu'ils l'ont écarté assez rapidement. Donc, très honnêtement, durant le camp d'entraînement, c'était pas facile pour Dave. J'ai eu beaucoup de discussions avec lui et essayé de lui dire vas-y, arrête de penser, bouge. T'es un gars qui est gros physiquement, t'as une longue canne, agressif. Puis je pense que tranquillement, il s'est mis dedans. Puis comme tu dis maintenant, depuis, je pense, 2-3 matchs, je suis vraiment content de lui. Il a plus de responsabilités aussi, mais il joue vraiment de la manière qu'on veut jouer. Il est agressif, il n'a pas peur. Donc, il fait plaisir à voir. Il fait vraiment plaisir à voir. Benoît, c'est un gars qui est un petit peu plus effacé aussi dans comment il joue, dans sa personnalité. Mais c'est un gars qui fait le bon jeu. Je suis très content de lui. Il est calme avec le puck. Lui doit être un petit peu plus agressif des fois, comme Dave peut l'être. Donc, mais on travaille là-dessus. Mais je suis très content des nouveaux joueurs. Honnêtement, je peux pas dire que je suis déçu par eux présentement. Ils apportent pas mal tout ce que je croyais. Et puis c'est sûr qu'on espère qu'ils s'améliorent comme tout le monde, comme l'équipe d'ailleurs. Mais je suis très content puis je vois que ça apporte beaucoup. Ils ont un bon impact dans le jeu de notre équipe jusqu'à maintenant. Je vais profiter de ta présence pour poser une question. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu trop de pression extérieure sur David Ebichère? Parce qu'on a l'impression qu'il était vraiment en dedans depuis le début de la saison. Déjà, David, il se met une pression lui-même. C'est sûr que je pense que les médias ont fait... Non, mais c'est vrai, on met beaucoup d'attentes. Aussi, un Gaétan Jobin est en Amérique et tout, mais il ne faut pas oublier que les gars ont 19 et 20 ans. Ils passent de jouer junior à jouer professionnel. La Ligue suisse est probablement la deuxième, troisième meilleure ligue à part la NHL. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Les gars jouent contre des joueurs qui ont joué à NHL, qui ont joué... Donc, il y a un gros step entre junior et professionnel. David a beaucoup de bons attributs, de bonne qualité, mais il y a aussi des lacunes qui est totalement normal à son âge, qu'il faut travailler. Et puis, on travaille là-dessus. Donc, déjà à Langnau, je dirais déjà à Zurich, le premier tiers, il a joué un excellent tiers quand je jouais là-bas. Il avait été assis le match d'avant, il est revenu, il a montré du caractère, il a vraiment bien joué le premier tiers. Et puis par la suite, le match contre Langnau a joué 16 minutes. C'est quand même bien débrouillé, mais c'est sûr qu'il y a des choses à travailler, comme tout le monde, surtout à son âge. Il y a un très beau potentiel, mais il y a des choses qu'il doit travailler. Puis pour moi, c'est pas correct pour le jeune si tout le monde dit il devrait être sur le powerplay, il devrait être top 6. Non, chaque chose en son temps. Il faut aussi dire que passer derrière Sandro Schmidt, qui a réussi sa première saison, c'était peut-être pas forcément lui rendre service. Ça lui a ouvert la voie, mais d'un autre côté, voilà, les gens se disent qu'il a le même âge, ils s'attendent à quelque chose. Oui, mais on est tous différents. Je veux dire, c'est pas correct. Sandro, si vous vous rappelez bien, au mois d'août, au mois de septembre, Sandro jouait pas beaucoup non plus. Il jouait quelques minutes. Au début, Marc ne le faisait pas beaucoup jouer non plus. Par la suite, ce qui a fait que Sandro a joué, il y a eu des blessures. Je l'ai fait jouer l'année passée avec Stallberg. Ici, ça a super bien fonctionné. Il a pris confiance. Mais au début, c'était dur pour Sandro aussi. Je me rappelle, il avait été à Joie aussi quelques matchs, avait été coup-ci, coup-ça. Donc, faut pas oublier qu'il y a un développement à faire pour un jeune. Et puis, pour moi, ce qui est important, c'est jusqu'à Noël,
David puisse se développer, puis qu'il puisse prendre son envol, puis continuer dans ce sens-là. Mais il faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas brûler le jeune non plus, étape par étape. On l'a essayé en match pré-saison au powerplay, on l'a essayé ici et ça. On a vu des très bonnes choses, on a vu des choses qui doivent améliorer. Comme, je répète, c'est normal. À cet âge-là, c'est totalement normal. J'ai passé par là aussi. On a tous passé par là. Donc, pour moi, c'est une normalité. Puis des fois, je peux comprendre. Il y a l'entourage, il vient de Fribourg, les médias sont... Je comprends très bien ça, mais en même temps, c'est mon rôle de le protéger puis de faire attention avec un jeune comme ça. On a compris le message. Laissons du temps à David Abicher. Et notre temps aussi là, est en train de filer. Donc, je vous propose de passer, si vous le voulez bien, à la 3e période consacrée aux activités du directeur sportif. Christian, tu peux changer de casquette. On imagine que la mise en quarantaine a permis de te consacrer, enfin t'a permis de te consacrer à l'élaboration de l'équipe pour la saison prochaine, parce que voilà, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a quand même une équipe à former. Oui, mon équipe est prête sur papier. La liste est prête, Exactement, la fameuse liste avec plein de noms. Donc, il faut comprendre que la situation présente fait que c'est assez compliqué. On parle avec... écoutez, oui, je veux savoir un peu quel joueur qui serait intéressé par Fribourg-Gotteron. J'essaie d'analyser nos forces, nos faiblesses, ce qu'on doit améliorer. Comme à chaque année, on essaye d'améliorer l'équipe. Et je crois toujours à chaque année que j'ai une meilleure équipe que l'année d'avant. Mon Dieu, Chris Maxwell, mais voilà. La situation présente fait que c'est assez compliqué. On ne sait pas où on s'en va financièrement aussi, hein, vous le savez. Donc, mais oui, j'ai des rencontres de prévues. J'ai une liste avec les noms des joueurs, aussi des joueurs chez nous qu'on a commencé à discuter, qu'on a reconduit déjà Sandro Schmidt. Donc voilà, tranquillement, ça se décante. Quelles sont les lacunes à combler pour Gotteron pour devenir encore plus fort à l'avenir? Patricia, il y a un compartiment que tu ciblerais? Moi, je pense qu'il faut trouver quelque chose pour la défense, parce qu'il y a des joueurs qui commencent à prendre de l'âge. Il y a Philippe Fourrière qui arrive en fin de contrat, qui est blessé. Marc Aplanalp qui ne va pas pouvoir jouer encore 20 ans, on dira, en étant gentil. Je ne sais pas, c'est sans doute un de tes dossiers. Non, tout à fait. Je pense qu'à l'attaque, on est bien garni. C'est sûr que je veux quand même rajouter des joueurs. On est, comme je l'ai dit, après quelques blessures, on est vite contraint de jouer avec les mêmes joueurs. En défense, je pense, comme tu l'as dit, avec Philippe et Marc qui prennent de l'âge tranquillement. Marc, par contre, je dois dire qu'avec les années, il est un peu comme le vin. Et depuis 3-4 ans, il joue son meilleur hockey. Donc on verra où on en est. Mais oui, j'essaie d'avoir peut-être un ou deux nouveaux défenseurs qui peuvent avoir de l'impact. Par contre, vous savez très bien qu'en Suisse, le marché des défenseurs, c'est toujours très compliqué. Tu as toujours un ou deux noms très intéressants, mais tu es vite 5-6 équipes dessus. Puis après, ça crée de la surenchère. Dans la situation économique présente, c'est assez compliqué. Puis de savoir qu'est-ce qu'on peut offrir, donc on nage un peu là-dedans présentement. C'est un peu flou. Mais par contre, oui, je vais améliorer ce domaine-là. C'est parce que je pense qu'on est à quelques joueurs près de pouvoir jouer le haut du classement, je crois. Philippe Fourrière est blessé. Il l'a été un peu, on va pas dire beaucoup, mais il a été passablement. C'est lors de ses 2 premières années de contrat. Quel bilan tu tires un peu de ce recrutement de Philippe Fourrière? Ben Philippe, déjà c'est un gars de caractère. Hein. C'est un gars qui est important pour le vestiaire. C'est un gars que quand il joue, quand il s'entraîne, il est à 100% tout le temps. Donc avec l'âge, je pense qu'il y a eu des pépins, quelques pépins physiques. Je pense que ça revient aussi plus facilement par la manière qu'il joue. C'est un gars que il s'investit à 100%, donc tu peux pas t'attendre à une saison de 45 matchs de lui. Je pense qu'il a été plus blessé qu'on espérait. On regarde les 2 premières saisons, donc j'espérais qu'il puisse jouer plus 35-40 matchs. Ça n'a pas été vraiment le cas. Il y a eu de la malchance aussi là-dedans. Mais par contre, quand il est là, il y a un impact très important. On l'a vu en fin de saison l'année passée, début de saison, il joue très bien aussi maintenant. Donc on voit que c'est un gars qui manque quand même sur le long terme quand il n'est pas là. Parmi les joueurs en fin de contrat, on retrouve un certain Andrei Bikov. Andrei Bikov, très bon ce début de saison, même si ça ne se voit pas forcément dans les statistiques, avec
un but, aucun assist. Patricia, je te donne le challenge de prendre le costume de Christian Dubé durant 30 secondes. Est-ce que tu offrirais un nouveau contrat à Andrei Bikov? Bon, moi, je pense que je suis pas fait pour être directrice sportive, ça c'est sûr. En l'état actuel, je lui offrirai un contrat, oui, bien sûr. C'est vrai qu'il te manque un petit peu des éléments comme le salaire, d'autres choses. Là. Voilà. Mais là, c'est déjà pour ça qu'on a Christian qui est là, qui pourra peut-être nous donner une tendance. Enfin, est-ce qu'il y a déjà eu des discussions et en l'état, lui a envie de rester, il l'a déjà dit. Est-ce que toi, tu irais aussi dans cette direction? Moi, il n'y a rien de bloqué dans son cas. Je veux dire, Andrei, on a déjà parlé très ouvertement, il voulait savoir où il en est à Fribourg et tout ça. Donc moi, j'ai été très honnête aussi de dire que je serais stupide de ne pas garder un joueur qui joue bien chez nous, un gars d'ici en plus. Donc la balle est dans son camp, simplement. Je veux dire, à la fin, on est là pour bâtir une équipe gagnante et gagner. On veut des gars qui veulent gagner, qui vont nous aider à gagner. Puis si André fait le job, je ne verrais pas pourquoi il ne serait plus ici. Il joue très bien depuis le début de la saison. Après avoir eu une discussion avec lui, il était très ouvert à jouer à l'aile. Il a très bien joué quand il a joué à l'aile aussi. Donc voilà, tout en son honneur jusqu'à maintenant. Il y a un goal, pas d'assist, mais pour moi, les stats ne représentent pas tout. André joue beaucoup moins en powerplay qu'il jouait avant aussi. Un nouveau rôle, il joue à 4 contre 5 qu'il ne jouait pas avant aussi. Donc c'est toutes des choses qui changent encore avec l'âge. Hein. On se répète, mais ça fait quand même 15-16 ans qu'il est dans la Ligue maintenant, donc son rôle évolue, change. Pour moi, ça doit être aussi un exemple pour les jeunes. D'assis dans le vestiaire à côté de deux jeunes, pour moi, il doit être un exemple pour ces gars-là. Et puis non, je dois dire, jusqu'à maintenant, je suis très content d'André. Je crois que tu as habilement évité la question. Est-ce que vous avez déjà commencé à parler, à discuter? Mais on a eu une discussion ouverte de savoir où il en était. Si je le voyais à Fribourg, je lui ai dit la même chose que je vous dis présentement. La balle est dans ton camp. Si tu joues bien, tu vas rester ici. Puis si ça se passe pas bien, ben après, moi, j'ai des décisions à prendre aussi. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Franchement, est-ce qu'on peut imaginer voir Andrei Bikov ailleurs? Non, ça, je le comprends très bien. Par contre, je veux dire, moi, je peux pas faire dans la politique tout le temps. J'ai une équipe à gagner, à faire gagner, une équipe à bâtir. Et puis après, si je signe un gars, puis par la suite, il fait pas le job, il se retrouve à pas jouer ou être dans les gradins, c'est pas beaucoup mieux non plus. Donc, mais si André joue comme il joue présentement, je verrais pas pourquoi il serait plus ici. Tu as une équipe à bâtir, une équipe à entraîner aussi. Shane Simpson n'est plus là. Comment tu t'organises? Est-ce que tu travailles plus que la saison passée? Disons que je suis un petit peu plus à la patinoire, oui. Donc, je savais très bien que ça allait être, en ayant quelqu'un de moins, que ça allait être un peu plus complexe. On espérait engager quelqu'un, ça n'a pas été possible avec ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, Pavel aussi prend énormément de responsabilités. Je dois lui lever mon chapeau que Pavel, heureusement qu'il est là. Sinon, ça serait vraiment complexe. Donc, voilà, on se débrouille bien. Je pense que avec le début de saison qu'on a, je pense qu'on voit qu'on arrive quand même à s'en sortir puis qu'on n'est pas débordé. Donc, on est mieux planifié qu'on l'était l'année passée quand j'avais pris l'équipe. On se rappelle que c'était la catastrophe partout. Et puis, nous aussi, moi, je savais pas où je m'en allais. Je devais pas être là. Je devais être là seulement pour quelques semaines. Finalement, on est resté comme ça. Donc, maintenant, quand on a commencé la saison, on savait où on allait, le système de jeu. Donc, voilà, on est bien structuré. Ta direction a bien insisté sur le fait que dès que la situation se normalisera, il faudra un petit peu remettre de l'ordre dans les structures et puis que tu auras peut-être plus que la casquette de directeur sportif ou d'entraîneur. Si je te pose la question maintenant, tu dois choisir entre les deux. Qu'est-ce que tu choisirais à l'heure actuelle? C'est très compliqué comme question parce que c'est deux rôles totalement différents. Un directeur sportif travaille dans la longévité, dans 2 ans, 3 ans où on est, les décisions à prendre pour que le club aille de l'avant. Un coach travaille dans l'immédiat. L'année prochaine, rien à cirer ce qui se passe l'année prochaine. Je suis dans aujourd'hui, là, de savoir demain, après-demain, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est totalement différent. Le job de coach est beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus... tandis qu'un directeur sportif est plus calme. Tu vois pas vraiment la chose de la même... tu vois, non, c'est deux travails complètement différents. C'est deux animaux. Deux animaux, pardon. Donc...
Je suis vraiment Tu peux prendre un joker si tu veux. J'aime pas prendre des jokers. C'est sûr que le job de coach m'apporte beaucoup d'émotions. Ce que j'aime, ce que je suis. Donc, si vous me mettez un couteau sur la gorge à choisir aujourd'hui, je dirais probablement que je reste coach. OK. On l'a pas fait, on Non, rassure mais nos auditeurs. Mais... Juste pour vous, Ouais. pour vous donner quelque chose de... Ouais. Très bien, ouais. Merci pour ta franchise. On va peut-être terminer ce podcast comme on a l'habitude avec les pronostics. Ça va être intéressant d'avoir les pronostics de l'entraîneur pour une fois. Moi, je me trompe, hein? Ouais. Alors, on va commencer. Il y a 2 matchs, donc Berne-Gotteron samedi et Lausanne-Gotteron dimanche. Tu veux 2 scores? Ouais, je veux 2 scores. Ouais. Profitons-en. C'est pas cool, ça. Ouais. Faut bien qu'on s'occupe un petit peu. Hein. Les gens s'embêtent chez eux, donc faut qu'on leur donne du grain à moudre. Patricia, tes 2 pronostics pour ces 2 matchs? Bon, moi, je vais dire Berne-Gotteron, il y aura beaucoup de buts, je pense. Donc, Gotteron va continuer sur sa lancée. 3-4 pour Fribourg. Et puis, Lausanne-Fribourg, il faut bien que Fribourg, une fois, perde à Lausanne. Donc, 3-1 pour Lausanne. C'est noté. Christian, tu veux t'essayer au jeu des pronostics? J'ai pas trop le choix. Ah non, c'est vrai que t'as pas le Puis choix. je peux pas prendre l'adversaire non plus. Hein. Je vais dire Fribourg 3-2 à Berne et Fribourg 2-1 à Lausanne. Ah ouais, un entraîneur optimiste. En même temps, il aurait tort de Pourquoi l'être. pas? Je pense qu'on est 2e ou 3e point par match dans la Ligue. On va jouer contre le premier de la Ligue dimanche. Et puis, on joue à Berne, qui est toujours intéressant, qui va être un match très intense. Donc voilà, je pense que ça va être des matchs serrés. Et puis, je pense qu'on va avoir... J'espère avoir un Fribourg différent de Langnau. On va avoir un Fribourg différent de Langnau. Et toi, Pierre? Moi, alors, défaite à Berne 4-2, score habituel au hockey. Et victoire à Lausanne 2-1, avec un grand Reto Berra. Bon, en même temps, je prends pas trop de risques en disant ça. T'as dit moi, j'ai dit la même chose, 2-1. Ouais. En même temps, C'est facile, Ouais. ça. en Franchement. même temps, je sais que si tu vas dire à tes joueurs de pas marquer dans la cage vide, si Lausanne sort son gardien pour gagner ton pronostic, donc je Tu prends crois? pas trop de Tu me risques. connais mal. Bon, eh bien, merci Christian d'avoir pris du temps pour nous en cette période compliquée et quand même chargée. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci Patricia d'avoir aussi répondu présent. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Exactement, merci. Puis bon match à tous, même depuis chez vous. Merci. Bon week-end. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.